Sud Radio dans tous ses états. De la population mondiale votera en 2024. Le monde occidental est sur les dents. Et évidemment, comment éviter les manipulations, la désinformation qui peuvent clairement influer sur une élection. Du coup, ça légifère à tout va, mais à trop réguler, attention à ne pas glisser vers la censure. Nous sommes avec Alexandre Lazérègue, avocat spécialisé en droit de la presse et en droit numérique. Bonjour Alexandre Lazérègue. Également Virginie Joron, députée RN du groupe Identité Démocratie au Parlement européen. Bonjour Madame Joron. Vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets au Parlement européen, précisément un Parlement qui légifère beaucoup, Digital Service Act, adopté en fin 2022. On parlera également du Media Freedom Act qui va venir au printemps. Première question, justement, ces votes 2024 à la moitié de l'humanité qui va se rendre aux urnes. Est-ce que c'est ça qui rend un petit peu nerveux tout le monde et à juste titre, la désinformation peut peser sur une élection? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a derrière ce spectre d'appel à la démocratie. Mais on l'avait vu puisque là, on va parler de ces deux dossiers, Media Freedom Act et aussi le DSA. Puis il y en a d'autres aussi. Il y a la publicité des partis politiques aussi. On rappelle l'importance de lutter contre la désinformation. Et un autre dossier, le rapport Covid. Moi, j'appelle le rapport Pfizer, où on avait plus d'éléments concernant la lutte contre la désinformation, mais que finalement sur le vaccin ou sur les effets secondaires. Donc, on voit bien que depuis le départ, par rapport à cette mandature de Madame von der Leyen, et elle l'avait annoncé en 2021 dans son discours, qu'il y avait une volonté effectivement de lutter contre la désinformation sans jamais la définir. Et on le voit au fur et à mesure des années qui se sont passées depuis son élection à la Commission, qu'il y a eu plein de rapports qui visent finalement à contrôler la pensée. Et le drame, et elle l'a annoncé là début 2024, c'est que en fait la volonté c'est de contrôler l'électorat, j'ai envie de dire, et le vote, puisque dans tous les rapports que nous avons en préambule, c'est pour justifier ces nouvelles législations, c'est la peur des résultats de vote. Je le rappelle, Brexit et l'élection de Donald Trump ont vraiment été pour eux un tremblement de terre ici au sein des institutions. Et pour finalement contrecarrer ces résultats, ils mettent en place tout un arsenal législatif pour limiter l'expression orale. On le voit maintenant par la presse écrite, mais on le voit aussi avec le DSA. Donc ils s'en cachent pas. Les services du numérique. Ils s'en cachent pas du tout. Oui, tout à fait, ça n'en cache pas. Puis après, je ne sais pas si on aura le cas d'en parler, mais le meilleur exemple, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Pologne. Oui, on en parlera, Virginie Joron, mais voilà. Alexandre Lazérègue, bien sûr, on en parlera. Vous vouliez ajouter quelque chose sur ce que disait Virginie Joron? Ou ajouter, ou plutôt contredire, parce que je n'ai pas la même interprétation des textes qui sont en train d'être discutés, même si on peut regretter, là je suis tout à fait d'accord que l'Union européenne se charge de réguler par le haut le monde de la presse et la diversité des opinions à travers les médias. Jusqu'à présent, c'était plutôt les sociétés, les nations qui se chargeaient de cela, parce que chaque nation, y compris au sein de l'Union européenne, a sa façon de lire la presse, de organiser des débats contradictoires. Et en France, par exemple, on est très attaché aux idées, si vous voulez, et on n'a pas le même rapport tout à fait qu'avec nos voisins. Donc, si vous voulez, une régulation par le haut, il y a une défiance qui est tout à fait naturelle. Ceci étant dit, quand on regarde les textes, je n'ai pas le sentiment qu'il y a une véritable volonté de censure, au contraire, puisque les textes ont des bonnes intentions. A priori, oui, c'est bien ça le problème. Au début, elles ont des bonnes intentions et après, ça finit par taper à côté. Absolument, c'est la raison pour laquelle il faut regarder avec un regard critique donc ces documents, mais je veux quand même faire observer que la pluralité des opinions est garantie par ces textes et qu'il n'y a pas la volonté, je dirais, de mettre sur le côté un certain nombre d'idées. Simplement, on a eu à déplorer depuis l'avènement des réseaux sociaux des idéologies, je dirais, complotistes qui ont été, et c'est reconnu à travers par exemple le scandale de Cambridge Analytica, la volonté véritablement d'orienter des électorats, et c'est cela comme d'autres menaces qui existent et contre lesquelles je crois qu'il faut lutter pour que la démocratie puisse s'exprimer pleinement et en conscience. Donc il ne s'agit pas de couper la parole des uns et des autres, il s'agit simplement de prendre la mesure qu'un certain nombre de capitalistes peuvent monopoliser
les médias pour orienter une idéologie, et donc de favoriser absolument la diversité des opinions sans censurer quoi que ce soit. Il est très important, en tout cas en France, que la diversité des opinions soit respectée. Et je pense que ceux qui dirigent l'Union européenne ont aussi cette volonté. Virginie Joron, justement, on le disait, c'est vrai que ça part souvent de bonnes intentions. Hein. D'ailleurs, ce Media Freedom Act qui, au départ, est fait pour garantir le pluralisme et l'indépendance des journalistes, vous allez certainement nous en parler, mais qui, au final, vous le dites, vous glisse plutôt vers la censure. Ouais, vers la censure. Moi, j'emploie vraiment le terme, oui, vers la censure, parce que c'est toujours pareil. Hein, c'est dans les détails qu'on voit qu'il y a des opportunités pour les institutions de se saisir de crises, et on l'a vu lors de la crise Covid, et on le voit lors de la crise en Ukraine et en Russie. Ce sont des exceptions qui deviennent finalement la règle. Ils se permettent finalement de censurer de manière autoritariste, puisqu'ils sont mis en place dans tous ces rapports des comités supranationaux pour organiser finalement la gestion du contrôle des opinions. Je vous prends l'exemple du DSA. J'allais vous en demander. Oui. Donc, ils sont en train de mettre en place donc c'est le contrôle des plateformes numériques, notamment pour lutter contre les contenus illicites. Et là, on soutient effectivement la lutte contre la haine en ligne, le terrorisme, évidemment. Interdire ce qui est déjà interdit par la loi, donc ça c'est légitime. Et effectivement, ça ne change rien. Mais en revanche, on est en train de mettre en place des systèmes supranationaux pour contrôler les opinions et de manière finalement complètement, insidieux et aussi incontrôlable. Parce que quand on voit Monsieur Breton qui s'adresse directement à Elon Musk concernant les propos qu'il ne met pas, toute la procédure qu'il ne met pas en place pour contrôler tout ce système, on voit bien que c'est pas dans les textes. Et là, c'est la dérive, c'est que on a des commissaires comme Monsieur Breton qui s'arrogent des compétences qu'ils n'ont pas. Et on le voit donc au niveau du DSA, on va le voir demain avec le Media Freedom Act où un comité européen va être mis en place, donc l'ARCOM sera présente, et donc on a tout un système où en fait la souveraineté et le pouvoir, et vous l'avez bien rappelé, maître, on a déjà un système national qui permet finalement d'encadrer nos médias, et d'ailleurs dans le rapport qui a permis la mise en place de ce Media Freedom Act, le Sénat alerte sur ce sujet en disant que nous avons déjà tout ce qu'il faut. Avoir intégré ce sujet au niveau européen, c'est une perte de souveraineté, une perte de pouvoir et finalement, à terme, une censure potentielle. Et d'ailleurs, Monsieur Breton le dit pour justifier cet acte. Il parle d'un gendarme européen sur la liberté d'expression. Moi, j'ai peur qu'aujourd'hui... Pour bien qu'on comprenne, pardon, excusez-moi Virginie Joron, mais pour que les auditeurs comprennent, parce que c'est assez complexe, ce Media Freedom Act qui va être voté certainement, alors peut-être en l'état ou pas, en mars ou avril, à l'origine, donc pour garantir le pluralisme, mais finalement qui amènerait une séparation stricte, notamment entre le propriétaire d'un média et la rédaction. Ça veut dire qu'un propriétaire d'un média, il y en a plein en France, ne pourra pas dicter, insuffler sa ligne éditoriale à une rédaction. Est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite ? Vous le savez mieux que moi. Bien sûr que c'est hypocrite. Après, je pense que le texte part d'un bon sentiment. Mais la difficulté, c'est qu'on voit, comme je vous l'ai dit, que c'est en temps de crise qu'il se permet de ces dérives. Et on l'a vu avec ces deux crises. On le voit aussi dans le rappel de Madame von der Leyen au sommet de Davos, qui dit que 2024 est une année cruciale et que finalement, ce n'est pas le problème du climat cette année qui pose problème ou les crises, mais plutôt la désinformation. Donc, ils ont conscience que la difficulté, ça va être de contrôler et qui va amener finalement à des votes au mois de juin et surtout, vous l'avez vu, ça c'est au niveau européen, mais au niveau mondial, il y a d'autres votes importants, notamment aux États-Unis. Et donc c'est vrai que ce rapport d'ailleurs qui doit être voté donc entre mars ou avril, il y a déjà eu alors c'est la technique du Parlement, il y a déjà eu un vote au préalable. Donc là, on avait voté contre, et je rappelle que nous sommes les seuls à avoir voté contre. Tous les autres partis ont voté pour ce dossier, avec cette difficulté pour nous qu'on avait vu qu'il y a une perte de souveraineté en matière du contrôle de la liberté d'expression. Et moi, j'ai envie de dire... Mais concrètement, en quoi les citoyens seront brimés dans leur liberté d'expression, pour bien qu'on comprenne, parce que c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose d'aller dans la technique des textes. Ça va changer pour les citoyens ?
Pour les citoyens, le meilleur exemple qu'on a en France aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec CNews. Donc vous avez l'Arcom qui s'est fait alerter par le Conseil d'État parce qu'il considère qu'il y a un manque de diversité dans cette chaîne. Donc là, on a ce premier niveau au niveau national. Au niveau européen, c'est la même chose. On le voit avec la Pologne, où suite à des élections en Pologne où le parti au pouvoir a été pas perdant, mais en tout cas, il n'a pas pu se mettre dans le gouvernement. Donc, la première chose qu'a fait Monsieur Tusk, c'est de limoger le directeur d'une des plus grandes chaînes de Pologne. Donc, l'appréhension, la difficulté pour nos concitoyens, c'est de voir finalement des chaînes qui ont pignon sur rue, changer ou alors des personnalités qui vont être limogées. Après, au niveau du contenu, effectivement, les lignes éditoriales, elles sont choisies par les rédacteurs ou par le journaliste, j'ai envie de dire, parce qu'il y a encore heureusement cette liberté. Mais concrètement, pour eux, ça va être effectivement peut-être par rapport à ces interférences au niveau national et au niveau européen, d'un changement ou d'une fermeture. On l'a bien vu là en Pologne, il y a eu une fermeture des médias quelques jours. Vous restez avec nous, je vous donnerai la parole évidemment, Alexandre Lazareg, dans quelques instants, juste après la pub. Et puis avec vous au 0826 300 300, ça vous fait réagir en tout cas sur les réseaux sociaux. Il y a des commentaires comme le ministère de la pensée. Dites-nous ce que vous en pensez justement. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Et on continue notre débat, nos débats sur l'obsession de la régulation en matière de désinformation. Alexandre Lazareg, vous vouliez rajouter quelque chose et répondre à Virginie Joron? Oui, absolument. Je vous remercie parce que il est quand même important. Je m'inscris tout à fait en faux quand même dans ce qui a été dit. Encore une fois, d'abord l'Union européenne ne s'accapare pas une part de souveraineté nationale puisque ça fait partie de ses compétences. C'est la raison pour laquelle elle est compétente pour réguler sur ce point. Encore une fois, je regrette que l'Union européenne se charge de cela. J'estime que la régulation aurait dû se faire par la voie des nations. Mais ceci étant dit, elle est compétente pour cela, c'est prévu dans les textes. Ensuite, je voudrais rassurer vos auditeurs parce que le texte garantit le pluralisme des opinions. Il propose aux États de financer et de protéger le pluralisme des idées à travers la presse. Il simplement souhaite mettre en garde le fait qu'il puisse y avoir un propriétaire d'un organe de presse qui oriente de façon idéologique un média, si bien qu'on ne puisse plus entendre des contradicteurs. Donc plus de presse d'opinion, c'est terminé, il faut lisser tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je veux faire observer qu'un organe de presse n'est pas une institution, une entreprise comme les autres. Elle est une part de la démocratie, je dirais qu'elle a un pouvoir important sur l'influence sur les opinions. Il est tout à fait possible pour un capitaliste d'avoir un organe, et le cas échéant, de diffuser des informations telles qu'il les entend, orientées telles qu'il les souhaite. Mais ceci étant dit, il doit quand même laisser une place à des contradicteurs. Et c'est simplement ce qu'a fait remarquer, par exemple, le Conseil d'État qui a été critiqué par la parlementaire que nous avons entendue. Et à cet égard, simplement, il y a la nécessité de faire vivre la diversité. Mais il y a véritablement pas la volonté je dirais, d'abolir toute expression publique. C'est tout à fait possible d'avoir un organe, comme vous le dites, d'opinion. Et je voulais rebondir sur la possibilité, par exemple, pour l'humanité, d'avoir interviewé le président de la République récemment, ce qui montre bien que tout le monde doit pouvoir s'exprimer dans tous les organes, même si ces organes peuvent avoir une empreinte, je dirais, idéologique. Que les gens de gauche aillent dans les médias de droite et vice-versa. Hein. Mais écoutez, je pense pas que, contrairement à ce qui a été dit, qu'ils le refusent s'ils sont invités. Je peux vous dire, pour l'avoir vécu dans d'autres médias, que si ça arrive très souvent. Hein. Bon, alors, en tout cas, ça serait leur responsabilité, tout simplement. Mais pour le reste, je pense que ce texte européen a ses bonnes intentions et je ne voudrais pas laisser faire croire, les auditeurs ne doivent pas se laisser envahir par l'idée selon laquelle l'Union européenne veut absolument, je dirais, couper la voix de celles et ceux qui ont des opinions qui ne sont pas de l'idéologie dominante. C'est tout à fait inexact. L'opinion diverse est protégée par ce texte. Et ça fait beaucoup rire Virginie Joron. Pour terminer, pourtant, on a quelques exemples contraires. Alors pour terminer simplement sur ce que vous disiez, madame, et je vous laisse la parole, quand vous dites il y a des organes qui vont être chargés
le moment venu de sanctionner. Mais il y a toujours, quand vous avez un texte avec des obligations, un organe ou une commission qui est chargée ensuite. Vous pensez que l'Europe n'a aucune, sérieusement, Alexandre Nazarek, n'a aucune intention de peser sur les élections, sincèrement? De peser, mais dans quel sens? Elle fait vivre la démocratie, et à cet égard, nous avions eu à déplorer un certain nombre d'incidents, y compris dans nos journaux. Voyez par exemple les mouvements de protestation qu'il y a eu au sein du Parisien. Est-ce que vous vous souvenez? Parce que on avait reproché au directeur de la rédaction d'avoir essayé de censurer des informations qui gênaient le propriétaire. Je pense que c'est Bernard Arnault. Oui. Nous avons eu un certain nombre de problématiques. Vous avez eu les logiciels espions avec des journalistes qui ont été espionnés, d'après ce qu'on dit, par l'État du Maroc. Vous avez eu un certain nombre comme ça de choses dont il faut prendre en main qu'il faut protéger. Vous avez par exemple dans ce texte la volonté de garantir le secret des sources. Oui. Ça, c'est quelque chose d'important, me semble-t-il. Oui. Écoutez, tant mieux. Si vous y croyez, c'est très bien. Sauf exception. Le secret des sources, c'est encore une fois, sauf exception. Donc, il y a toujours, je vous dis, le diable se cache dans les détails. On le sait très bien, on le voit dans les textes. Je veux juste rebondir sur... Attendez, excusez-moi Virginie, on va aller voir Jérémy Assous, qui est un avocat spécialiste en liberté de la presse également. Jérémy Assous, vous êtes avec nous en direct, bonjour. Pour vous, la désinformation, déjà sur cette notion, est-ce que c'est une notion qui vous semble objective? Absolument pas. La désinformation, c'est une notion qui est éminemment politique. C'est toujours vos adversaires qui disent que vous désinformez, et quand vous relayez une information qui pourrait favoriser ou aller dans le sens de votre adversaire, pour vous critiquer ou vous disqualifier, on dit que c'est de la désinformation. Et ça marche dans les deux sens. Prenons le cas, là, c'est courant en ce qui concerne la Russie. Dès que vous prenez une information qui va dans le sens de la Russie, on dit que vous œuvrez pour cette dernière, que vous êtes le petit télégraphiste de cette dernière, même si ce que vous dites est totalement vrai. Je prends l'exemple par exemple de Nord Stream, le sabotage de Nord Stream, il n'y a pas de doute que c'est absolument pas la Russie qui l'a fait, contrairement à ce que tous les médias ont relayé dans un premier temps. Ça ne servait absolument pas la Russie, ça ne servait absolument pas l'Allemagne, et ça ne peut être que soit les Ukrainiens, soit les Américains qui ont fait cette opération de sabotage. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une information qui est avancée comme exacte et puis qui se révèle totalement fausse, si elle émane du camp allié, on en parle très peu, ou alors on parle d'imprécision, on va dire que c'était des inexactitudes mais qu'on a rectifié. Et je prends des exemples. Prenons des exemples anciens pour éviter toute polémique. Les couveuses de Kuwait City, vous voyez, c'était une opération qui était montée de toutes pièces par les Américains à New York. Prenons un autre exemple, les 70 000 morts de Timisoara en 89, alors qu'il s'est révélé qu'il n'y en avait pas un seul. Et quand Bernard Kouchner, qui à l'époque était extrêmement actif dans les médias, quand on lui a dit « mais vous aviez avancé 70 000 morts », ce qui justifiait le coup d'État, aujourd'hui il se révèle qu'il n'y en a aucun, et il a dit mais c'est une excellente nouvelle, il y a 70 000 innocents qui ne sont pas morts. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Et je rebondis sur ce qu'ont dit vos invités. Je prends un exemple très simple. Déjà, l'idéologie dominante, elle n'est pas pro-européenne, parce que je vous rappelle quand même que chaque fois qu'il y a eu des élections ou des référendums, c'est le camp anti-européen ou qualifié comme tel qui a gagné ces élections quand on fait appel à un référendum. Mais je prends juste un exemple d'RT, Russia Today. Russia Today, vous voyez, nos institutions ne pouvaient rien lui reprocher. Et elles ont été consultées, que ce soit le Conseil d'État ou l'Arcom, et on ne pouvait absolument pas interdire Russia Today France. Et ça posait un énorme problème juridiquement, au gouvernement. Juridiquement, non, juridiquement, et d'après les textes nationaux. C'est-à-dire que vous savez, c'est quand même, on a une autorité indépendante qui s'appelle l'Arcom, et après, si on n'est pas satisfait des décisions rendues par cette dernière, on peut faire un recours devant le Conseil d'État. Russia Today n'a jamais été sanctionné, n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction de la part de l'Arcom, et donc on ne pouvait absolument pas l'interdire. Et à partir du moment où cette dernière, de manière très équilibrée, donnait également la voix et pouvait donner la parole aux partisans
du camp russe, puisque c'est un peu propre d'un média, c'est-à-dire il y a une guerre et il est intéressant de savoir ce que disent les deux camps. Donc le camp atlantiste, on l'avait, et puis elle donnait également la parole au camp russe. J'en sais quelque chose, parce que je vais être très transparente avec les auditeurs, hein, sinon c'est un petit peu délicat. Moi j'étais effectivement journaliste présentatrice sur RT France et je vous confirme qu'on donnait l'avis, l'opinion de tout le monde, mais enfin on n'est pas là pour nécessairement évoquer cette chaîne. Non mais si, cette chaîne c'est très important de l'évoquer parce que elle donnait la parole et l'Arcom, à l'époque ça s'appelait CSA, avait entériné le fait qu'il y avait un équilibre. Oui, et que absolument. le respect des deux parties et que c'était pas une chaîne partisane et que ça se passait très bien. Tout le monde voulait interdire cette chaîne, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire le gouvernement. Comme ils ne pouvaient pas, ils sont passés par l'Europe et cette chaîne qui n'existe plus, n'existe pas, non pas parce qu'elle aurait commis la moindre faute, mais tout simplement parce qu'on l'a mis dans le cadre des sanctions. Et je crois que c'était le bloc 4. Donc on voit bien qu'en effet, l'Europe ne supporte pas, à la Commission européenne, les dirigeants européens ne supportent pas toute voix dissonante. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec l'actualité, hein, pour changer. Julian Assange aujourd'hui, mais ça ne pose aucun problème que Julian Assange soit qui fait son dernier recours, il est toujours emprisonné, hein, et c'était une voix dissonante. Je vois pas dans ce des que l'Union conditions européenne terribles. Mais l'Union européenne aurait pu quand même dû intervenir auprès de l'Angleterre, puisqu'à l'époque, quand Assange était vraiment été réfugié dans l'ambassade de l'Équateur, l'Angleterre faisait encore partie de l'Union européenne, et aujourd'hui, l'Union européenne aurait pu soutenir aussi. Vous n'êtes pas d'accord avec votre confrère sur ce plateau? On va donner la. Non, mais je comprends ce que dit mon confrère et je suis tout à fait. Il y a une chose qui est importante. À partir du moment où l'Arcom dit, en ce qui concerne CNews, attention, il y a beaucoup trop de personnes qui ont une idéologie ou des idées dites de droite, voire d'extrême droite, versus des idées plus de gauche ou de centriste. Donc, il faut un peu réaliste. Moi, je l'entends. Pourquoi pas? Alors, on va faire une espèce de temps de parole général. Mais alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que les invités viennent. Mais s'ils viennent pas, dans ces cas-là, il faut forcer les invités de gauche à venir. Ah oui, ça c'est difficile, Jérémy Assous, je vous le confirme, puisqu'on a évoqué le fait d'RT, je peux vous confirmer que beaucoup de gens de gauche ne souhaitaient pas venir. Mais je suis d'accord, et j'ai bien conscience de ça. Mais donc vous voyez bien la limite de l'exercice. À partir du moment où les partis vont s'organiser et vont dire, par exemple, on boycotte CNews, on n'y va pas, que va faire CNews? On ne pourra plus inviter et donner la parole à des gens. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, merci c'est trop Jérémy Assous. Merci. Et alors désolé Alexandre Lazarek, je vous ai coupé le sifflet, à Virginie Joron aussi, mais enfin voilà, le débat était complet, on a un peu mélangé les sujets, mais tout de même le dénominateur commun c'est la désinformation et comment on la traite. Au choix, je vous laisse faire votre avis, excusez-moi Stéphane. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans quelques instants après les infos de 13h. On parlera de métaverse, Stéphanie, avec Morgane Souli qui sera notre invité. À tout de suite sur Sud Radio. Merci à tous les trois. Sud Radio Parlons Vrai est aussi à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8 FM, le DAB+, et l'application Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.